Salut et bienvenue à tous. On lance un nouveau concept de vidéo. Aujourd'hui, c'est moi, Merwan, chargé de com, qui vais animer les 20 ou peut-être un peu plus prochaines minutes à venir. On se dit que ce serait cool de faire un retour d'expérience de nos projets, de le partager avec vous. Pour ce faire, ça va être très simple. Je vais discuter d'un projet avec un acteur de chez nous, du coup de chez YesWeDev, et un acteur client. Le but va être de découvrir l'envers du décor d'un projet, comment il s'est déroulé du commencement jusqu'à sa mise en ligne. Pour cette grande première, j'ai l'honneur d'être, et la chance, j'ai envie de dire, d'être avec Mathieu, chef de projet de renom de YesWeDev. Et on a le plaisir d'accueillir et d'être accompagné de Sophia, représentante de la ressourcerie BTP. Comment vous allez ? Très bien. Ça va très bien. Alors pour commencer, je m'adresse à toi, Sophia. Est-ce que en une ou deux phrases, tu peux nous expliquer ce qu'est la ressourcerie BTP ? La ressourcerie du BTP, c'est une offre en fait pour nos chantiers de construction pour gérer le réemploi avec un outil digital développé par YesWeDev et une plateforme logistique pour pouvoir remettre les matériaux sur de nouveaux chantiers. Ok, top. Et est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle dans la ressourcerie du BTP ? Pour la ressourcerie, aujourd'hui, j'interviens sur plusieurs missions, donc le développement de l'activité, mais également tout l'encadrement donc sur les différents chantiers sur lesquels on intervient, sur la commercialisation des matériaux donc de réemploi pour qu'ils retrouvent une nouvelle vie sur les chantiers, et toute la partie je dirais back office qu'on gère avec l'outil développé par YesWeDev. Ok, c'était très clair. Est-ce que tu peux, si on fait un petit retour dans le passé, est-ce que tu peux nous donner quel était le besoin initial pour le développement de la ressourcerie du BTP ? Est-ce que vous aviez besoin d'un site web, d'une application web ou autre chose ? C'était quoi votre besoin initial finalement ? Alors initialement, on s'était dit il faut qu'on développe un outil très simple d'utilisation pour nos équipes sur chantier, pour qu'elles puissent d'une part rendre visibles les matériaux qui sont disponibles pour réemploi, mais aussi qu'elles puissent trouver sur cet outil tous les matériaux qu'elles pourraient elles aussi réemployer sur leur chantier. Donc c'était vraiment cet outil était vraiment un point d'ancrage pour le réemploi en fait sur les chantiers de construction. Donc on voulait un outil simple, mais on voulait aussi un outil qui soit facilement utilisable sur chantier, donc avec un téléphone portable ou éventuellement donc une tablette. Donc quelque chose qui va avec la mobilité qui est bien connue en tout cas dans le secteur de la construction. Ok. Comment s'est faite la rencontre avec YesWeDev ? En fait, comment vous êtes rentrés en contact ? Alors YesWeDev, on a découvert YesWeDev il y a à peu près 1 an, quand on recherchait effectivement un prestataire pour développer donc notre outil. Donc par le bouche à oreille, en fait, on a découvert cette agence, et ils ont répondu donc au cahier des charges au même titre que d'autres prestataires. Et puis notre choix s'est porté sur l'équipe de YesWeDev. Yes. Bon c'est top. Et toi, Mathieu, je vais me diriger vers toi. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est faite cette première rencontre du côté YesWeDev ? Comment YesWeDev s'est retrouvé à faire un atelier avec la ressourcerie ? Ouais, du coup, moi, je suis arrivé justement à ce moment-là, au moment où on commençait à faire des ateliers. Donc toute la partie, on va dire avant-vente, était déjà gérée par Jérémy chez nous, et on était au point où qu'est-ce qu'on fait, comment on commence. Donc la phase d'atelier, c'était une évidence, parce que on avait besoin de comprendre le métier de la ressourcerie, qu'est-ce qu'ils faisaient, s'imprégner de leur quotidien et de leurs problématiques surtout. Donc on a fait 3 ateliers. Le premier, c'est un atelier où on a beaucoup écouté. Finalement, on n'a pas beaucoup participé côté YesWeDev. Il y avait beaucoup d'informations à capter. Il fallait qu'on comprenne les choses. Ensuite, on a fait un deuxième atelier. C'était plus pour se projeter sur les problématiques et comment on va y répondre avec l'outil. Donc, on a réalisé un user story mapping. Donc, on a identifié les utilisateurs du futur outil, leur parcours sur l'outil, et on a rédigé du coup des user stories pour bien comprendre ça. Et un dernier atelier, c'était avec
Thomas de l'agence Jugeote. C'était un atelier dédié à l'UX. L'idée, c'était de repérer un peu les zones où il y avait un fort enjeu UX. Sophia le disait tout à l'heure, notamment il y a des parties qui sont exclusivement dédiées à être utilisées sur mobile, donc c'était hyper important d'en prendre connaissance le plus tôt possible, parce que forcément ça allait changer la manière dont on allait développer ces parties-là. Donc voilà, on a fait 3 ateliers comme ça, et c'est comme ça que ça s'est passé, la toute première rencontre. Ok. À la suite de ces 3 ateliers, je me dirigeais vers toi, Sophia. Est-ce que du côté de la ressourcerie, cette phase, en fait, avec ces 3 ateliers, elle vous a permis de structurer votre projet, d'y voir plus clair et de développer votre solution? Clairement, ça y a contribué. Dans le sens où nous, on était dans notre sujet déjà depuis quelques temps. On savait que a priori ça allait marcher, que tous les voyants étaient ouverts, que tout était clair dans nos têtes, qu'on avait rédigé un cahier des charges et qu'a priori ça passait. Sauf que confronter finalement notre projet à une équipe qui est pas du tout dans le secteur du bâtiment ni même de la construction, qui n'est pas du tout en fait dans notre cœur d'activité, donc qui est vraiment plutôt du conseil ou de l'accompagnement sur chantier. Ça a été très bénéfique pour nous parce que ça nous a permis d'ouvrir un petit peu le champ des possibles, ça nous a permis de remettre en question en fait certains partis pris qu'on avait. Ça a aussi permis de combler des manques qu'on n'avait pas forcément identifiés. Donc, merci l'équipe pour ça. Donc, non, ça a été très enrichissant comme échange et on allait toujours vers du mieux. Quoi qu'il arrive, à chaque sortie d'atelier, on avait vraiment l'impression, en tout cas, d'avancer. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as apprécié lors de ces ateliers? Alors moi, et ça, je le redirai toujours, c'est alors je sais pas si c'est une facilité c'est une facilité d'appropriation du sujet, parce qu'on parle quand même du secteur de la construction, on parle de matériaux, sur une grille de matériaux on peut en avoir une centaine, donc il fallait quand même redimensionner un petit peu les choses, fallait adapter notre discours à l'équipe de Yes We Dev, parce que nous on est toute la journée dedans, donc ça a l'air très simple comme ça pour nous, mais bon, pour d'autres c'est pas forcément le cas. Mais vraiment je salue en tout cas cette facilité à l'appropriation, en tout cas du réemploi, de l'économie circulaire et surtout des contraintes du secteur de la construction. Je pense que Mathieu a apprécié. Ouais, je suis en phase. C'était c'est ça qui est bien aussi, c'est de découvrir finalement d'autres métiers qu'on connaît pas du tout, et c'est hyper appréciable de découvrir des choses. Et évidemment c'était pas facile, mais au bout de 3 ateliers on a commencé à comprendre. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, Mathieu, je reviens vers toi. Une fois que vous avez passé cette phase d'atelier, j'imagine que vous avez ressorti un plan d'action. Comment ça se passe ensuite après ces ateliers? Est-ce que y a un chiffrage qui se met en place? Est-ce que tu peux nous expliquer comment on passe à la suite en fait de ces ateliers? Ouais. Déjà à la fin des ateliers, on avait presque déjà un backlog. On connaissait les grosses fonctionnalités qu'on allait devoir développer, et on avait une idée aussi de priorisation. Qu'est-ce qui était absolument utile, qu'est-ce qu'il était un peu moins, etc. Donc c'était déjà énorme ce qu'on avait à la fin des ateliers. Et à partir de ça, on a estimé 3 à 4 sprints seraient nécessaires pour mener à bien ça. Chez nous, un sprint, c'est 2 personnes pendant 2 semaines, 2 développeurs pendant 2 semaines. Et du coup, on a fait le choix de partir sur de l'agilité, donc de chiffrer du temps, donc de chiffrer ces sprints-là et pas de chiffrer des fonctionnalités. Donc, on voulait complètement se garder une marge de manœuvre et la possibilité de changer en cours de route ou d'ajuster le backlog. Donc on est parti là-dessus. Donc, on a fait un chiffrage, on a chiffré ces fameux sprints et on n'a pas chiffré telle fonctionnalité précisément. Donc, c'est le choix qui s'est décidé un peu naturellement, j'ai l'impression. Ok, je vois qu'il y a de la souplesse finalement. Est-ce que de ton côté, Sophia, cette façon de procéder, ça vous a plu à la ressourcerie ou pas du tout? Nous, ça a répondu à nos attentes, sachant que beaucoup de personnes à qui on avait dit on passe par une
on passe effectivement par une agence externe pour développer notre outil. Ils nous avaient dit faites attention, vous verrez, ils vont vous chiffrer un cahier des charges et qu'à la fin vous allez devoir mettre une rallonge ou les temps passés seront pas bien suivis. Donc c'est vrai qu'on avait décidé finalement d'être confiante. Et on s'était laissé porter effectivement par cette relation vraiment de confiance mutuelle. Et on est parti comme ça sans trop se poser de questions. Et puis ça nous allait très bien. Ça nous allait très bien parce que ça nous permettait de savoir à l'avance où est-ce qu'on serait l'outil. Et puis nous de pouvoir nous projeter aussi parce que les ateliers, on est beaucoup finalement dans de la description. Mais quand on commence à découper en sprint, on passe là sur du concret et on se dit à telle date je pourrais me connecter, à telle date je pourrais enregistrer un nouveau matériau. Donc non, c'est vraiment très intéressant en tout cas comme démarche. Et puis surtout cette agilité nous a permis de redimensionner certaines choses à certains moments du projet, de reprioriser aussi. Parce qu'on s'est rendu compte que dans nos utilisations quotidiennes, peut-être que cette tâche-là était plus prioritaire que d'autres. Donc, cette souplesse, en tout cas, était très appréciable. Ok. Tu as commencé à en parler. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, du coup, dans la partie production. Je vais m'adresser à toi, Mathieu. Une fois que les user stories sont validés et que le plan d'action il est validé, comment ça se passe, cette phase de développement? Tu as déjà parlé des sprints. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle technologie a été utilisée et peut-être un peu plus de détails sur cette phase de production? Oui, complètement. Donc déjà, on a bossé sur Laravel, donc c'est un framework PHP donc qu'on apprécie à fond ici chez Yasudev. C'est quasi le seul qu'on utilise. C'est un choix finalement qui était logique parce que quand on va faire du sur-mesure, c'est toujours ça qu'on choisit, c'est ce qui est le plus souple. On part un peu de zéro, mais en étant aidé comme c'est un framework. Donc on est parti sur Laravel. Une fois que le choix de la techno était fait, du coup un peu logiquement, la première étape c'était de faire un sprint zéro. Donc un sprint zéro, finalement c'est un découpage technique. Donc on va venir reprendre toutes les user stories qu'on a établies avant pendant les ateliers et on va les découper en micro tâches. Comme ça déjà on peut mieux estimer le travail et on peut savoir de qu'est-ce qu'on est capable d'embarquer dans chaque sprint. Donc c'est important nous pour pouvoir bosser et c'est aussi important pour donner de la visibilité à la ressourcerie qui sache vraiment ce qu'on va pouvoir livrer dans un sprint. Et une fois que le découpage il est fait, on lance les vrais sprints entre guillemets. Donc on commence à produire du code et on se garde un objectif en tête qui est de toujours livrer régulièrement des choses, même si c'est des toutes petites choses. Sophia a commencé à le dire, si c'est juste pouvoir se connecter, c'est déjà une première étape, c'est une première livraison qu'on peut faire. Donc l'idée c'est de pouvoir livrer régulièrement, pouvoir faire tester régulièrement et rapidement pour qu'on puisse ajuster si besoin aussi très très vite. Donc finalement c'est une méthode de travail qui peut faire un peu peur au début, mais on réduit énormément les risques en fait à fonctionner comme ça parce qu'on livre déjà petit à petit, on communique énormément. Donc finalement, il y a très peu de chances de viser à côté. C'est très suivi finalement comme process. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as parlé de communication. Je voulais savoir si lors de ce projet, en fait, la communication, ça a été vraiment un élément clé dans cette phase de production et même de façon générale. Comment vous avez fait pour communiquer? Est-ce que c'était plutôt à base de mails, d'appels récurrents? Est-ce que vous utilisiez des outils? Comment vous faisiez? Déjà, la communication, c'est sûr que c'était une brique hyper importante, si ce n'est peut-être la plus importante, surtout quand on choisit de fonctionner en agilité comme ça, c'est hyper important de pouvoir se parler. Nous, on avait une démo toutes les semaines en fait. Donc une démo, c'était un point intermédiaire et ensuite un point de livraison parce que le sprint dure 2 semaines. Donc toutes les semaines, on se parlait et toutes les semaines, on se montrait des choses, on rebondissait sur ce qu'on se montrait. Donc on a beaucoup fonctionné comme ça avec de la visio. Il y a eu quelques mails sans doute qui sont passés assez naturellement. Et puis là, maintenant que le projet est livré, on a mis en place Basecamp et puis on suit un peu comme ça la maintenance ou les demandes d'évolution à travers ça. Pas eu de process en dehors de ça, je crois. Ok. Je vais revenir sur cette phase de production. Est-ce que du côté de la ressourcerie, en fait, le fait de travailler, on va dire,
sous le manifeste agile, sous des méthodes agiles, en tout cas notre Scrum maison. Est-ce que c'était nouveau pour vous? Est-ce que vous l'avez apprécié? Est-ce que ça vous a rassuré ou au contraire non? Bon, tu as déjà commencé à en parler tout à l'heure, tu disais que c'était cool de pouvoir se projeter, mais quand on est dans le projet, comment ça se passe? Pour nous, c'était pas nouveau parce que finalement, la ressourcerie du BTP, elle se développe aussi dans ce schéma-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une activité qui est issue d'un projet d'intrapreneuriat, donc au sein du groupe Vinci, qui nous a demandé, surtout avec le Covid, d'être très agile pour pouvoir, quelles que soient les circonstances, continuer à avancer, à s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pratique déjà à la ressourcerie. Et ça nous a pas, enfin, je pense que ça a plus servi le projet parce que ça nous permettait finalement de continuer nous à évoluer sur notre offre de base et continuer aussi à adapter l'outil, dans le périmètre ou dans le champ des possibles, hein, bien entendu, de continuer à adapter l'outil en fait en fonction de nos évolutions. Donc finalement, à la ressourcerie du BTP, on avait vraiment 2 projets agiles qui continuaient d'avancer en parallèle. Donc d'un côté l'outil digital et de l'autre, l'offre en elle-même. Ok, très bien. Mathieu, tout à l'heure, tu parlais de communication, on parlait des outils. Si on rentre un peu plus dans le détail, lors du projet, qu'est-ce que tu as envoyé, toi, à la ressourcerie pour les rassurer? Est-ce que tu faisais un point avec l'équipe en interne de Yasudev pour faire des sprint reviews? Et ensuite, qu'est-ce que tu vas montrer pour montrer que le projet avance dans le bon sens, dans la bonne direction? Okay. Du coup, je vais pas mal rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On faisait énormément de démos, donc une toutes les semaines. Et du coup, je pense déjà c'est un bon élément de réassurance de voir les choses se construire et évoluer. Et finalement, à la fin de ces démos, on donnait aussi les clés pour si vous voulez tester tranquillement aussi, vous pouvez. Il y a un environnement qui vous est dédié. Vous pouvez faire vos tests, venir tout casser un peu en mode bac à sable. Donc ça aussi, je pense que ça rassure parce que voir c'est une chose, mais faire c'en est une autre. Et je pense d'ailleurs en faisant, il y a eu des demandes d'ajustement qui ont été faites parce que c'est pas pareil de faire et de regarder. Puis en interne, on avait plusieurs choses pour suivre l'avancement. On avait un burn-down chart. Donc c'est pour voir pour contrôler pendant le sprint qu'on est au bon niveau d'avancement. Si on est un peu en retard, un peu en avance, ça permet de le détecter assez vite et de voir si c'est cohérent avec ce qu'on a prévu sur la fin du sprint. Mis à part ça, il n'y a pas eu beaucoup plus de documents fournis, il me semble. Il y avait aussi une feuille qui permettait de tracer un peu les ressources déployées sur le projet. Parce que, il y a des congés, il y a des absences, donc on faut aussi qu'on traque vraiment le temps passé. Quand on vend du temps passé, ça paraît logique, mais du coup, il y avait un petit document comme ça, mais qui était peut-être plus informel que vraiment quelque chose qu'on envoyait pour prouver quoi. Il y avait vraiment une bonne confiance dans le projet, donc c'était peut-être juste un document produit comme ça, mais voilà. Ok, on va très bien. Pour conclure sur cette phase de production, je voulais savoir si tout s'était bien passé des 2 côtés, ou peut-être s'il y a eu des moments de flou sur la partie développement. Est-ce que vous pouvez refaire un petit point sur comment s'est déroulé ce projet de façon globale, en tout cas sur la phase de production? C'est qui? C'est moi qui vais. Allez, vas-y. Je dirais que dans l'ensemble, on n'a pas noté de moments de flou. Il n'y a pas eu de moment de panique où on s'est dit oula, qu'est-ce qui se passe, ça ne marche pas, ils sont en retard ou autre. Non, du tout. Parce que du coup la communication faisait que de toute façon on était au courant, on savait ce qui devait se faire et c'était plutôt nous qui étaient des fois un petit peu en retard pour faire les choses effectivement qu'on s'était fixé. En termes de production, là, il faut savoir que notre outil il était en mode MVP, donc on se disait, on a quand même mis beaucoup d'énergie pour développer ne serait-ce que ce MVP-là, mais il a répondu aux attentes dès la livraison. Donc on s'est quand même laissé cette marge de recettage où là, effectivement, on a vraiment trituré l'outil dans tous les sens, on a regardé effectivement ce qui devait être amélioré. On a vraiment pris notre outil entre les mains, quoi. Même si on avait déjà, et c'était ça aussi l'avantage finalement, c'est que en ayant fait ces points toutes les 2 semaines,
Ça nous permet déjà de mettre la main, en fait, de nous familiariser avec l'outil. Et à la fin, ça a limité du coup les améliorations ou les modifications qui devaient être apportées. Et puis, en vrai, moi, j'ai adoré faire des points avec une équipe de développeurs informatiques, parce qu'ils arrivaient quand même à nous faire partager les choses, même avec toute la technicité que ça peut induire. Mais non, c'était à refaire en tout cas. Ouais, à refaire. Ouais. Top. Et toi, Mathieu, de ton côté? Je suis plutôt en phase avec ce que dit Sophia. J'ai pas souvenir qu'on ait une phase de blocage, qu'on était bloqué, qu'on était en attente de quelque chose qui vraiment nous empêchait de travailler. Et il y a un point que j'ai pas évoqué que Sophia vient de dire, c'est l'équipe technique participait aux démos. Donc ça, c'était hyper précieux parce que du coup, tu confrontes tout de suite la technique avec les demandes d'ajustement, etc. Donc c'est hyper précieux. Et puis ça, je pense, c'est un regard autre aussi qu'on n'a pas. Que ce soit Sophia ou moi, c'est vraiment un regard très technique, très binaire, j'ai envie de dire. Donc c'était hyper précieux. Et non, enfin voilà, le fait de se parler régulièrement, je pense avec autant de cerveaux réunis chaque semaine, c'est difficile de rester bloqué, on va dire. Génial. On va passer sur une phase plutôt de conclusion. Tu en as parlé tout à l'heure, Sophia. Le but du projet pour la ressourcerie, c'était de constituer un MVP fonctionnel. Est-ce que l'un de vous peut déjà rappeler ce que c'est un MVP à tout hasard? Mathieu, allez. Ouais. Ça me va. Le MVP, du coup, c'est vraiment le minimum, le strict minimum pour que le produit puisse vivre et qu'il puisse être utilisé. Donc c'est vraiment venir répondre aux besoins primaires, enfin les choses essentielles pour que ce soit fonctionnel. Ok, ouais, très bien. T'en parlais tout à l'heure, Sophia. Finalement, quand le projet a été fini, est-ce que vous étiez satisfait? Est-ce que le MVP il répondait totalement à vos attentes ou alors vos attentes ont évolué au fur et à mesure? Nous, pour savoir si on était satisfait, on me dit souvent, faut que ton produit, en tout cas, parle de lui-même. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été faire des démos auprès de nos financeurs en leur disant, voilà, ça y est, notre outil est livré. Et à partir du moment où ils ont validé, nous, on était déjà conquises, donc à la limite, on n'avait pas trop de problèmes. Quand ils ont vu la démo en fait de l'outil en disant ah ouais, effectivement, votre outil il est top, on va pouvoir bien avancer sur le sujet du réemploi, on va pouvoir rendre visibles les matériaux, et est-ce qu'il peut faire ci, est-ce qu'il peut faire ça, où est-ce que vous en êtes là-dessus? Et pourtant c'est pas forcément des gens qui sont très à l'aise avec les outils informatiques à la base, donc ils en étaient très contents. Et je pense que voilà, notre outil il parle de lui-même auprès des équipes. Il répond à un besoin concret en phase travaux et même en amont des travaux. Il est à la portée de tout le monde chez Vinci et même pour le grand public qui vient effectivement voir ce qu'on a comme matériaux disponibles. Donc aujourd'hui, notre outil il se vend vraiment tout seul. Donc c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment top. Oh nickel. Ouais. Je me tournais vers toi, Mathieu. Il y a quelques mois de ça, on avait fait une vidéo ensemble. Je mettrai le lien quelque part en haut de la vidéo où tu disais que la ressourcerie du BTP, c'était un peu un projet coup de cœur. Maintenant, on va dire à tête reposée, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et ce que tu as le plus apprécié finalement avec le recul? Déjà, tête reposée, c'est toujours un coup de cœur. Ça n'a pas changé. Mais en fait, enfin voilà, faut être honnête, c'est pas le plus gros projet, c'est pas le projet le plus challengeant techniquement. Donc voilà. Mais c'est un projet qui a déjà beaucoup de sens, je trouve. Enfin, c'est des valeurs qui sont communes avec ce que nous on a envie de faire aussi, ce que même moi personnellement des valeurs que j'apprécie. Et ensuite, il y a quelque chose que j'ai du mal en tout cas à retrouver sur d'autres projets, c'est la communication. Enfin, j'ai vraiment trouvé qu'on avait une communication qui était plus que transparente. On était toujours dans l'agilité, dans la co-construction. En fait, on voulait tous la même chose. On voulait que le MVP sorte et qu'il soit le mieux possible. Et je trouve on l'a vraiment ressenti. En tout cas, côté YesUdev, on l'a vraiment senti. Alors que parfois, des fois, on se sent un peu comme des exécutants. Et c'est pas une position facile. Là, pas du tout. On était vraiment, on co-construisait le truc avec vous et c'était hyper appréciable.
Et ensuite, dernier point peut-être qui peut jouer dans la balance, c'est côté YesWeDev, on avait une équipe sur le projet qui était très solide. Donc pareil pour un chef de projet, c'est toujours très appréciable. Donc voilà, toute l'énergie en fait, elle était tout le temps destinée au projet. On n'était jamais en train de déployer de l'énergie pour gérer des conflits ou des choses à côté. Donc c'est un tout qui fait que évidemment il rentre dans le top de mes projets. Ah, nickel, c'est top. Toi, Sophia, de ton côté, est-ce qu'il y a un ou plusieurs éléments maintenant avec le recul que tu as apprécié sur ce projet-là? En fait, j'irais vraiment dans le sens de Mathieu. C'est que on nous en avait fait, on nous avait dressé un tableau très très noir de toutes les relations qu'on peut avoir avec des agences de développement informatique, des prestataires, voilà. Donc on a décidé de faire fi de ça et d'avancer. Et finalement, on est contente du parcours parce que on a montré à tout le monde qu'on peut facilement développer un outil à partir du moment où on a effectivement une équipe en face qui comprend vraiment votre besoin, qui communique bien avec vous et qu'on a réussi à intégrer en fait dans le projet de la ressourcerie. Parce qu'on n'a pas de product owner en fait à la ressourcerie, mais tout ce qui a été mis en place effectivement comme suivi, comme outil ou comme équipe nous a permis en fait d'avoir vraiment cette nouvelle fonction ou en tout cas ce nouveau membre au sein de la ressourcerie du BTP. Et ça c'était vraiment très 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 appréciable. Il y a vraiment une relation de confiance avec YesWeDev et elle s'est vraiment installée dès le début. Clairement, elle s'est installée dès le début. Et et puis ils se sont mis aussi à notre niveau, quoi. Nous, on les a fait monter en compétences sur l'économie circulaire ou le réemploi, en tout cas. Mais voilà, nous aussi, ça a été un bel apprentissage. Clairement, un bel apprentissage. Je referai des projets, si j'ai l'occasion, en tout cas. Je referai des projets autour du digital ou en tout cas autour du développement d'outils informatiques avec grand plaisir parce que c'était mon premier et en tout cas, c'était une belle expérience. Bon, très bien. Ça fait plaisir d'entendre tout ça. Et du coup, qu'est-ce que ça va être la suite du projet La ressourcerie du BTP? C'est le moment où tu peux faire ta petite promo. Alors, la suite pour le projet, là, on parle de l'outil. Donc, côté outil, on en avait déjà parlé il y a quelques jours là, avec Mathieu. Le MVP a plu. Il continue à faire ses preuves. Donc là, c'est quand même bon signe. On est en train de s'organiser là pour déployer des moyens pour pouvoir l'améliorer, ne serait-ce déjà qu'en termes de visibilité sur Internet, en termes d'architecture, pour qu'il soit plus sexy. Voilà. Donc, on réfléchit encore à tout ça. En termes de fonctionnalité, pour l'instant, on avait listé quelques améliorations. Donc, voilà, ça fera aussi partie du prochain package. Donc, non, l'outil avance pas mal. Et puis, pour la ressourcerie, le réemploi, ça avance. Ça avance. Et puis, on est content parce que tous les jours, on se rend compte qu'il y a une vraie valeur ajoutée sur notre offre. Parce qu'on a un outil digital qu'aujourd'hui, tout le monde peut prendre en main facilement, parce qu'on a une plateforme logistique où on peut stocker des matériaux issus du réemploi, et parce qu'aujourd'hui, on a un accompagnement en fait des chantiers chez Vinci et même au-delà même des chantiers Vinci, qui est très très apprécié, parce que aujourd'hui, l'économie circulaire, tout le monde veut en faire, mais on n'est pas encore tous au même niveau de connaissance et d'organisation. Donc, c'est top. Donc, on est toujours en mode agile. Donc ça, c'est cool. Et puis, on continuera à l'être tant qu'on nous donnera l'opportunité, en tout cas, d'avancer comme ça. Ok, génial. Du coup, pour finir sur ce retour sur le projet, est-ce que vous pourriez me donner chacun un mot qui résume cette collaboration? Co-construction pour moi. C'est drôle parce que j'ai envie de donner le même. Ah, très bien. Pour moi aussi, c'est la co-construction de loin. Ah ouais, c'est... Ce sera ça le mot de la fin? Co-construction. C'est ça, la base de la réussite du projet, je pense. Complètement. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Bon, écoutez, très bien. Je vous remercie d'avoir participé à ce retour sur projet. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce format vous a plu et puis n'hésitez pas à le partager.
Voilà. Merci à vous, Mathieu et Sophia. Et puis, à très bientôt et à très vite. Merci. Salut! Salut.